Tapigé poursuit son voyage en IGP Saint-Guilhem-le-Désert. Et c'est un grand vigneron qui nous reçoit chez lui à Lagamas, près de Montpérou. Alain Chabanon a même choisi le sujet de cet épisode. Il a souhaité nous parler d'une pratique peu commune dans le vignoble, celle de ne pas alimenter ses vignes et de laisser faire la nature. Tapigé, pas d'engrais dans les vignes, c'est parti! Bonjour Alain Chabanon. Bonjour. Alors toi, quelle est ta philosophie quand tu as créé ton propre domaine en 92? Alors l'idée dès l'origine c'était d'être en bio, donc le moins interventionniste possible. Je rappelle, donc moi j'ai démarré en 92, donc être bio dans ces années-là c'était un handicap. Donc il faut se rappeler, donc c'était un vrai engagement puisque aujourd'hui c'est heureusement une évidence, mais à l'époque les domaines qui étaient en bio étaient très mal considérés. Donc il fallait vraiment manifester un choix délibéré là-dedans. Et moi ça a toujours été ma façon d'être et de voir les choses. Alors en bio et ensuite en biodynamie un petit peu plus tard, depuis 2011, Ouais. euh, comment tu as décidé de travailler tes sols ou de ne pas les travailler justement? Euh, L'idée de travail du sol chez moi ça a toujours été également une évidence, puisque la non-culture totale dans nos régions, ça me semble pas vraiment possible, hein, puisqu'il y a toujours un équilibre à trouver entre la production de jolis raisins en quantité suffisante et puis le fait de vouloir pas trop intervenir. Donc il faut trouver le bon équilibre, puisqu'une entreprise viticole, c'est d'abord faire de beaux vins ou de grands vins ou de très grands vins, mais c'est aussi assurer une situation économique, puisque les micro-régions, comme autour de Montpérou, dépendent aussi de l'activité agricole. Toi, tu as fait le choix de ne pas nourrir tes sols. Pourquoi ce choix? Le choix de ne pas nourrir les sols, au départ, ça partait du fait que je voulais exprimer mon terroir et ma minéralité de terroir. Et je me suis dit que dès qu'on apportait un engrais, un compost, un amendement, même s'il était bio, issu d'une brebis du Larzac par exemple, on amène un élément extérieur, donc on n'amène pas vraiment une minéralité du terroir. Or, si on veut parler de terroir, il faut arrêter de donner à manger à ces vignes. Donc, une des conséquences du non-travail des sols, c'est la minéralité. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? La minéralité, c'est l'élément de base du vin d'aujourd'hui, et de plus en plus, puisque le goût du consommateur, de l'amateur de vin, se tourne de plus en plus par des vins avec de la fraîcheur, de la minéralité, plus que sur des vins très extraits comme on pouvait les aimer il y a quelques années. La minéralité en fait d'un vin, c'est d'abord de respecter le terroir, donc de ne pas apporter de minéralité extérieure au domaine. La deuxième chose, c'est que si on doit apporter ou si on souhaite apporter un engrais ou un compost, on va forcément baisser la fraîcheur du vin et faire monter les pH. C'est un problème électronique dans la structure de l'engrais et du compost. Donc on ne sait pas faire autrement. Si on donne à manger à sa vigne, on baisse la fraîcheur du vin au fil des années. Clairement, toi, tu as vraiment compris que c'était sans engrais, c'était ça qui pouvait apporter encore plus de fraîcheur à tes vins grâce au terroir. Alors c'est pas vraiment que j'ai compris, c'est que j'ai observé ce que la nature fait. Et la nature sans engrais, sans compost, elle produit des tas de choses sur la planète. Donc je me suis dit pourquoi pas ici. Et puis si on cherche dans l'histoire, dans l'historique du vignoble français, dans les belles régions d'appellation, les engrais et les composts, ça n'existait pas au-delà d'il y a 40 ans. Donc c'était la réflexion.
ça aussi un impact bénéfique face aux maladies de la vigne et aussi sur la structure foliaire des vignes. Tu peux nous en dire plus? Ouais. Donc en fait, c'est extrêmement vertueux. Dès que vous supprimez l'alimentation extérieure de la plante, quelle qu'elle soit, en fait, elle va développer des feuilles, dans le cas de la vigne, des feuilles qui vont être plus épaisses au niveau des cuticules, plus épaisses et avec une surface plus faible. Donc une production de sucre inférieure à l'hectare. Et qui dit production de sucre inférieure à l'hectare dit degré alcool plus tard dans le vin plus faible. Donc premier avantage et pas des moindres. Deuxième avantage, c'est qu'ayant des végétaux plus résistants, moins développés, donc moins fragiles, ben on aura moins de maladies, puisque les maladies, la plupart, attaquent la surface de la feuille. Et donc plus la feuille est fragile et molle, entre guillemets, plus il y a de maladies. Donc là aussi, si on ne nourrit pas ces vignes, on a a priori moins d'alcool au final dans le vin et moins de maladies à combattre, donc moins de produits à utiliser. Ne pas alimenter les sols, ça ne veut pas dire ne pas les travailler. Donc toi, tu travailles malgré tout les sols pendant certaines périodes. Pourquoi? Bah, je pense qu'on est dans des régions où il y a quand même une période critique d'alimentation en eau pour la vigne qui va se situer entre le mois de juin et le mois de juillet ou le 15 août selon les années. Donc si on laissait l'enherbement permanent, ben, on a une concurrence en eau qui sur notre type de terroir me paraît tout à fait préjudiciable à l'obtention de raisins équilibrés et suffisamment sains et productifs. Donc chez nous, en tout cas, schématisons de mois d'avril au mois de juillet, on va travailler en surface et sol, donc on va faire des griffages essentiellement. Et ensuite, ben, on va laisser la terre faire ce qu'elle a envie de faire. C'est-à-dire il va y avoir du semis naturel, on ne fait pas de semis, nous, d'apport de graines. Hein. Donc voilà. Donc en cette saison, en hiver, ben, la vigne elle est très verte avec des plantes qui poussent toutes seules. Et c'est pas moi qui choisis les plantes, c'est la nature. Je suis pas pour toutes ces choses où on va mettre un couvert de ceci, de cela. Nous on laisse faire les choses. Entre 1992, ton premier millésime, et 2024 aujourd'hui, comment tes vignes ont pu évoluer? Est-ce qu'elles ont la même allure? Est-ce qu'elles ont la même vigueur, le même rendement? Au niveau rendement, je pense même qu'on a augmenté actuellement les rendements moyens du vignoble. Hein. On est autour de 30 hectolitres hectare, ce qui est totalement notre choix et ce dont on a besoin. C'est-à-dire on n'a pas des rendements trop bas parce qu'il y a une question d'équilibre dans les vins sur l'acceptabilité de cet équilibre. Donc il ne faut pas faire des choses trop concentrées. Donc je pense qu'on a gagné en rendement. Je pense qu'aussi entre les vins des années 90 et aujourd'hui, ben, on a gagné beaucoup en fraîcheur. Et même aromatiquement, on est passé à l'époque de vins qui pouvaient paraître légèrement caricaturaux pour des vins du Sud, donc avec beaucoup de laurier, de ces arômes un peu lourds et un peu entêtants sur des choses aujourd'hui plus classe et plus fines. Qu'est-ce que tu as pu constater au fil des années en n'apportant pas d'engrais, de compost extérieur? Alors il y a plusieurs choses qui se sont croisées. Il y a le fait d'être en bio depuis longtemps, le fait d'être en biodynamie qui a pu augmenter la fraîcheur des vins et le fait de ne pas amener également de compost, d'engrais dans les vignes. Donc tout ça forme un tout. Donc c'est un peu difficile de dire à quoi est dû chaque élément. En tout cas, ce qui est à peu près sûr, c'est que nos vins sont beaucoup plus frais aujourd'hui que dans les années 90. Et on peut attribuer cette évolution à ces trois facteurs, le bio, la biodynamie et le fait d'arrêter de nourrir les sols.
À l'époque, quand tu parlais de tes pratiques de ne pas mettre d'engrais, par exemple, est-ce que tu as été vu un peu comme un farfelu par le milieu vigneron? Alors vu, je sais pas trop parce que j'ai pas trop de contacts techniques avec mes collègues vignerons. J'ai des contacts amicaux, mais pas vraiment techniques. Par contre, j'avais eu vent de voisins qui se demandaient comment me dire que mon vignoble risquait de péricliter. Parce que quand vous arrêtez la perfusion, ben, pendant 2 ou 3 ans, la vigne traverse une période difficile. Mais il faut tenir bon, parce que si on arrête et qu'on redonne à manger parce qu'on a peur, ben, c'était pas la peine d'avoir enclenché la dynamique. Donc j'ai eu ces retours plus ou moins que ça allait mal se passer. Puis finalement aujourd'hui, si vous passez dans le vignoble en période de végétation, mes vignes sont aussi belles que celles des voisins. Sauf qu'elles n'ont pas d'apport exogène de compost ou d'engrais. Et donc c'est aussi moins de travail, économiquement plus intéressant, parce que c'est moins de dépenses. Oui, alors sur un domaine qui fait des vins avec de longs élevages, c'est vrai que c'est moins de travail, donc économiquement c'est intéressant. Après, en pourcentage de notre coût de production, c'est quand même la partie engrais amendement, c'est très marginal. Sur quelqu'un qui fait du vin pour le négoce, ça peut être une partie très importante du coût. Donc c'est vrai que là-dessus on gagne de l'argent, mais c'est pas vraiment intéressant pour le domaine. Est-ce que quelqu'un t'a inspiré sur cette pratique-là, ou c'est la démarche de la biodynamie aussi qui a... Non, là-dessus, c'est le fait d'être lozérien, c'est-à-dire de la montagne, entre guillemets, et donc de voir que la nature, elle se débrouille très bien sans nous, qui m'a inspiré au départ. Il n'y a pas de... Voilà. Et puis j'étais conforté par le fait, comme je disais au début, quand je faisais mes études à Bordeaux, jusqu'aux années 70, les engrais n'existaient quasiment pas, donc c'était juste une transposition de la pratique. T'as pigé? Pas d'engrais dans les vignes. On a pigé. Merci Alain. Merci.